Donc, bienvenue à cette présentation-ci. Il s'agit d'une première partie de deux. Cette présentation-là, en fait, concerne d'abord et avant tout le contexte du virus dans lequel il s'inscrit, de l'épidémiologie, des moyens de contagion, en fait, qui sont privilégiés par le virus pour se promener dans la population, et de comment, en fait, comment on évalue, en fait, les cas, si on veut, et les contacts. On pensait initialement présenter les zones, mais les zones, en fait, parce que par souci d'homogénéité dans la présentation, vont être présentées dans la deuxième partie, qui va être donnée demain matin, qui, elle aussi, va être enregistrée. Donc, si jamais vous n'aviez pas la chance d'y assister pour X raison, là, ça va être disponible aussi par la suite. Donc, c'est ça. À savoir le fin détail de où on va la mettre exactement, sur quel médium, là. Je crois que ça va finir sur YouTube parce que c'est la façon la plus simple pour tout le monde en non répertorié. Parce que sinon, en fait, avec Microsoft Stream, ce qui est à l'interne, les gens qui sont externes à l'organisation ne peuvent pas y accéder. On a essayé de plusieurs moyens, là. Donc, dans un souci de partager à tout le monde, soit que ça va être via courriel, par courriel direct, ou sinon par lien YouTube. Là, on va voir comment on peut restreindre l'accès seulement aux gens qui ont le lien exact. Donc, merci. Puis, si jamais vous avez des inputs par rapport à ça, à la fin de la présentation, ils sont plus que bienvenus. Donc, moi, je vais vous partager d'abord l'écran. Écran numéro 1. Puis, on va aller dans la présentation ici. C'est pour le moment à partir de... Donc, bienvenue à cette présentation-ci qui vise notamment à mettre en lumière les mesures de prévention des infections qui sont disponibles pour les milieux d'hébergement, dont les vôtres. Vous allez voir, il y a probablement plusieurs informations qui sont très génériques. Puis si vous souhaitez qu'on les contextualise, n'hésitez pas justement à poser vos questions. On va pouvoir contextualiser ça de façon spécifique. Mais c'est le but de la présentation d'aujourd'hui, c'est vraiment vous outiller pour réfléchir des situations qui pourraient vous sembler ambiguës, puis vous donner une perspective d'ensemble sur la situation de la COVID à Montréal et au Québec en général. Donc, pour la présentation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord revoir des notions de base sur le virus, sur les interventions aux maladies infectieuses, des notions de base en fait sur l'hygiène et la salubrité, comment on fait le dépistage, quels sont les différents cas qui sont possibles pour une infection de la COVID, comment on définit les contacts et on va passer sur certains cas particuliers. Ce que je vous dis aujourd'hui, ce ne sera peut-être plus vrai dans une semaine. Donc, c'est important de garder en tête que si vous avez un doute, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous semble ambigu ou une situation qui semble aussi ambiguë, vous pouvez soit nous envoyer un courriel, soit aller chercher sur le site de la Direction de santé publique qui est Santé Montréal, que j'ai mis à la fin en ressources, ou l'INSPQ, parce qu'il y a tout le temps des mises à jour qui sont faites sur soit les priorités de testage ou différentes autres choses. Il y a des mises à jour qui sont faites, notamment, on a fait des appels à la vigilance pour la chaleur, qui est un problème surimposé, là. On va y revenir plus tard, mais c'est le type d'exemple, en fait, comme ça, qui pourrait vous donner des outils supplémentaires sur comment gérer un cas. Donc, si on plonge directement, le coronavirus, en fait, c'est une nouvelle normalité avec laquelle il faut composer. C'est un virus, en fait, qui est issu de la famille des coronaviridae. Puis, ses principaux symptômes vont être dans les voies respiratoires chez l'humain. On va le voir plus tard dans le mode de contagion, mais c'est vraiment une expression de certains récepteurs dans les voies nasales et la bouche, particulièrement la langue, qui va faire en sorte que le virus va entrer dans le corps humain. Donc, le nom scientifique du virus, c'est celui que vous lisez à la deuxième ligne.
mais le nom de COVID vient de Coronavirus Disease 2019, puisqu'il est apparu en 2019 en Chine. Au chapitre de l'épidémiologie, on voit que le nombre de cas a, après avoir atteint un sommet, là, a de façon constante diminué. Malgré le déconfinement qui a eu lieu en milieu, au niveau général, la permission on a permis en fait les regroupements dans certains parcs, etc., on a vu quand même que le nombre de cas n'a pas réaugmenté dans les semaines ou 2 semaines suivantes. Puis ça, c'est en grande partie attribuable aux mesures d'hygiène qui ont été préconisées, puis que les gens ont bien respecté. Donc, la majorité des gens ont respecté l'hygiène des mains, la distanciation physique et le port du masque qui était plus ou moins recommandé, puis qui tend à s'officialiser, ce qui a donné en fait cette situation-là. Donc, ce qui pourrait aussi nous amener à considérer le fait qu'on va avoir plusieurs petites vaguelettes plutôt qu'une grosse deuxième vague, comme ça a été mentionné dans les médias récemment. Ça reste à suivre, c'est de la spéculation, mais le seul point que je vise à mettre en évidence ici, c'est l'importance des mesures qu'on prône au quotidien. Puis on le voit, ça c'est, vous allez voir, vous voyez en fait qu'il y a une répartition, la ligne orange, ou en tout cas ocre, c'est le taux par 100 000 personnes chez différents groupes d'âge. Puis on voit que, comme ça a été mentionné abondamment, les personnes âgées étaient plus frêles, plus susceptibles d'être infectées, puis ont eu des conditions aussi qui ont permis ça. Mais dans le groupe d'âge des femmes que vous allez généralement rencontrer, le taux d'infection est plus faible. Donc, c'est un facteur qui peut être quand même rassurant pour vous. J'y vais d'emblée avec une première question. Une question qui se pose souvent. Monique a eu un épisode grippal et des nausées plus des vomissements. Elle se demande si elle a la COVID. Donc, comment répondre à cette question-là? Vous allez voir, il y a de multiples présentations cliniques, puis on va pouvoir revenir sur cet épisode-là. Donc, les présentations cliniques, en fait, sont... il y a des gens qui vont avoir le virus et qui vont avoir aucun symptôme, donc il va avoir des symptômes légers, des symptômes sévères, les mêmes symptômes, mais dans une gradation d'intensité plus grande, puis il y en a qui vont même décéder. Donc, les présentations cliniques sont très variables. Il y a plusieurs spéculations quant à pourquoi certaines personnes vont avoir des présentations cliniques variables, mais ce qu'on sait en fait, c'est qu'il y a des facteurs de susceptibilité quand même, et ces facteurs de susceptibilité-là peuvent contribuer à une symptomatologie plus sévère, mais ça n'expliquerait pas tout. Donc, quels sont les symptômes qu'il faut regarder? Ce sont les symptômes du groupe A, ce qu'on dit les symptômes plus importants. Là. Quand on parle de toux, la toux, c'est avec la fièvre, en fait, ce sont les 2 symptômes les plus importants. Vous allez voir une toux qui est exacerbée, là, qui est généralement sèche, donc non productive. Des fois, ça va être difficile à différencier dans les milieux chez les gens qui sont des gros fumeurs. Mais en général, la toux est sèche, donc non productive. Ils ne vont pas cracher par la suite. Et on va avoir des épisodes de fièvre qui vont être intenses. Tu sais, le coronavirus fait un état inflammatoire, donc produit de la fièvre. Donc, une fièvre qui est généralement plus qu'à 38. Et pour fiabilité, vous pouvez le prendre en fait avec un thermomètre à vue, mais le plus fiable demeure toujours une fièvre, une température qui est prise rectale. Et il faudrait désinfecter abondamment après, là, mais le plus fiable, c'est toujours ça. Les autres symptômes, en fait, qui sont au chapitre des symptômes distinctifs, c'est la difficulté respiratoire, donc un essoufflement plus marqué qu'à l'habitude et une perte de l'odorat qui est remarquée, mais sans congestion nasale associée. Donc, quelqu'un qui se dit « Mon Dieu, je ne sens vraiment plus comme à l'habitude », ça peut ou non être accompagné d'une perte de goût aussi.
Il y a d'autres symptômes, en fait, qui sont moins fréquents, qui sont moins distinctifs, surtout qu'on parle de douleurs musculaires, des symptômes de l'atteinte générale, là, qui ressemblent à une grippe. Douleurs musculaires, fatigue intense, maux de tête, perte d'appétit, des maux de gorge. Il peut y avoir aussi des symptômes gastro-intestinaux comme la diarrhée. Donc, dans le cas de Monique, c'est sûr que dans le contexte du COVID, on pourrait penser, si elle a 2 symptômes au moins du groupe B, là, des nausées et des vomissements, on pourrait penser que ça pourrait être la COVID. Donc, on lui demanderait quand même de faire un test. Mais il pourrait avoir d'autres choses. Dans le cas qui nous occupe, en fait, j'ai été en contact avec plusieurs personnes qui ont présenté de tels symptômes, nausées, vomissements, dans le contexte récent, et qui finalement, en fait, se sont avérées négatives pour la COVID. Donc, c'est important de garder en tête que ça peut être la COVID, puis qu'il faut y penser, mais ça pourrait aussi être d'autres choses. Jacinthe? Je voulais peut-être juste revenir. Bonjour, je m'appelle Jacinthe Caron, je suis infirmière clinicienne en maladies infectieuses à la santé publique. Je soutiens Loïc dans la présentation. Au niveau des symptômes, groupe A, groupe B, mais surtout groupe A, au niveau de la difficulté respiratoire, il y a des personnes qui peuvent avoir la difficulté respiratoire de base pour toute autre maladie, reliée à toute autre condition de santé. Ça serait de voir si il y a une exacerbation, donc une augmentation d'un symptôme qui est déjà présent. On peut avoir tous les symptômes présents ou qu'un seul, ou pas du tout non plus. Donc, il faut être faut être aux aguets, en fait. C'est ce que je voulais mentionner. Les symptômes les plus fréquents sont du groupe A, mais les symptômes du groupe B, on s'est aperçu, tel dans l'exemple mentionné de Monique, ça se peut que des symptômes gastro-intestinaux peuvent être liés à la COVID. Puis pour établir un diagnostic de COVID, en fait, on voit qu'un seul des symptômes serait nécessaire du groupe A. Donc, ça pourrait être juste la toux, juste la fièvre, juste la difficulté respiratoire augmentée ou une perte de l'odorat brutale. Un autre quiz pour vous mettre en situation par rapport à ce qu'on va présenter par la suite. Josée est allée au parc avec ses amis. L'une d'entre elles a commencé à tousser 3 jours plus tard. Elle a été testée et elle a été déclarée COVID positive. Donc, elle a eu un test de COVID qui est revenu positif 4 jours plus tard. Donc, une journée, en fait, après qu'elle ait commencé à tousser. Donc, Josée est-elle à risque? Ça va nous introduire, en fait, 2 notions qui sont hautement importantes, la période d'incubation et la période de contagiosité. Donc, de la même façon qu'avec la question précédente, on va y revenir une fois que je vous avoir expliqué les situations. Donc, la période d'incubation, en fait, c'est la période entre l'exposition au virus et le développement des symptômes. Donc, quand quelqu'un, mettons, est en contact avec le virus, il rentre dans ses voies respiratoires, il l'intègre en dedans de lui, jusqu'à temps qu'il développe des symptômes, toute cette période-là, en fait, c'est la période d'incubation. La moyenne qu'on va observer, c'est de 5 à 6 jours. Toutefois, on l'observe aussi jusqu'à 14 jours. Donc, ce qui définit toutes nos mesures et nos questions, en fait, de avez-vous, dans les derniers 14 jours, c'est d'où le 14 jours, en fait, qu'on pose dans nos questions. Donc, pour ces 14 jours-là, en fait, quand généralement, en fait, on va recommander une autosurveillance des symptômes pour être sûr que la personne ne développe pas de symptômes si elle croit avoir été en contact avec quelqu'un qui avait la COVID. Puis, c'est pour ça, en fait, qu'on va généralement recommander un isolement à domicile pour prévenir le fait que cette personne-là soit asymptomatique, mais qu'elle soit excrétrice de virus, si on veut. La période de contagiosité, en fait, c'est quand chevauche légèrement, en fait, la période d'incubation. C'est la période durant laquelle une personne peut transmettre la COVID à d'autres personnes. Ça, c'est 48 heures avant le début des symptômes. Donc, c'est ces 48 heures-là, en fait, qui sont relativement traîtres, si on veut. Avant qu'on développe des symptômes, les 48 heures avant, on était à même de transmettre le virus à d'autres personnes. Donc, c'est important, en fait, qu'on questionne, en fait, si la personne a été en contact, est-ce qu'elle a été si elle a commencé à développer des symptômes, de se poser la question avec qui elle a été en contact dans les 2 jours précédents. Ça.
Puis, jusqu'à temps que la personne soit considérée rétablie, elle est toujours considérée comme contagieuse. Donc, si je reviens en fait dans l'exemple de Josée, elle est allée au parc avec ses amis, puis elle a commencé à tousser 3 jours plus tard. Donc, si elle a commencé à tousser 3 jours plus tard, elle était contagieuse 48 heures avant. Donc, un jour après être allée au parc avec ses amis, elle a commencé à être contagieuse. Donc, Josée, qui l'a rencontrée un jour avant, n'est donc pas à risque pour l'instant. Si Josée, par quelconque mécanisme, en fait, commençait à développer des symptômes, ça pourrait vouloir dire qu'elle a eu peut-être une autre exposition dans un autre cadre, par exemple, si elle est allée à l'épicerie ou quoi que ce soit. Donc, il faudrait adresser ces symptômes-là, les évaluer, comme je disais, les symptômes du groupe A ou du groupe B. Puis, généralement, en fait, si elle est symptomatique, on va lui recommander d'aller se faire tester. Donc, si on parlait en fait de période de contagiosité, au terme de la période de contagiosité, en fait, on disait la personne est considérée comme rétablie. Bon, pour qu'une personne soit considérée comme rétablie, donc qu'elle ne soit plus contagieuse, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait eu 14 jours qui a été écoulés depuis le début des symptômes et qu'il n'y ait eu aucune fièvre pendant 48 heures et qu'il n'y ait eu aucun autre symptôme lié à la COVID depuis 24 heures. Donc, je donne un exemple. Il s'est écoulé 14 jours depuis que Mme Gingras a commencé en fait à avoir des symptômes, mais elle a toujours un peu de fièvre. Donc, elle n'est pas considérée comme rétablie. Nous, la santé publique doit réévaluer et prolonger sa durée d'isolement, mais elle n'est pas considérée comme rétablie. Si jamais vous avez, comme on le nomme un peu plus bas, là, si vous avez des personnes qui sont hospitalisées aux soins intensifs ou qui ont été intubées ou qui ont des problèmes de système immunitaire ou qui prennent des médicaments qui sont immunosuppresseurs, donc une immunité diminuée, la période en fait pour d'isolement pour un rétablissement objectif, c'est 21 jours. Donc, je vous donne un autre exemple. Fatima travaille comme caissière dans un Tim Hortons. Un client éternué de façon libre, donc il n'a pris aucune précaution avant de lui rendre un billet de 20 $. Fatima s'inquiète du contact. Fatima n'avait pas de masque, mais était derrière, en fait, une cloison en plexiglas. Et Fatima s'inquiète du contact avec le billet de 20 $. Devrait-elle s'inquiéter d'autre chose? Ça introduit tous les modes de transmission de la COVID. La COVID est en très, très grande majorité transmises via des gouttelettes. Des gouttelettes, c'est quoi? C'est des particules qui ont une certaine grosseur et qui ne seront pas en suspension dans l'air. Ils sont transmises généralement, ils vont contenir le virus, puis ils vont être transmis par la toux, l'éternuement, la parole, quelqu'un qui crie, quelqu'un qui chante, ça va dégager en fait des gouttelettes qui sont peut-être non perceptibles à l'œil humain. Ça va se faire sur une distance. La majorité des gouttelettes, en fait, retombent par terre sur une distance qui est inférieure à 2 mètres. Donc, généralement, c'est le moyen privilégié de contracter la COVID par les gouttelettes. Il peut y avoir, par contre, un contact direct, admettons, dans l'exemple, si, mettons, il n'y avait pas eu de cloison de plexiglas, puis le monsieur, en fait, en question au Tim Hortons, avait toussé dans sa main et avait donné la main par la suite à un ami ou quoi que ce soit, ça aurait été une contamination directe. Donc, de main à main, ça, c'est considéré comme une contamination directe. Puis, il y a aussi une contamination indirecte. Donc, des objets contaminés, qu'on y pense, ça, c'est un objet auquel il faut faire attention beaucoup, le cellulaire, parce qu'on a tendance à l'oublier, on le remet dans nos poches. C'est un objet qui fait partie de notre quotidien, qu'on utilise tellement souvent qu'il devient, en fait, on en oublie, en fait, les mesures de précaution reliées au cellulaire. Donc, porter une attention très particulière au cellulaire. Puis, d'autres surfaces contaminées, en fait, ça pourrait être justement le 20 $ en question. Mais le 20 $ en question est généralement, en fait, si on utilise des moyens d'hygiène des mains, un moyen qui ne sera pas privilégié parce que ce n'est pas les mains, en fait, qui vont transmettre, pas à travers les mains, en fait, qu'on va attraper le virus,
mais c'est plutôt si on touche notre visage, le pourtour de notre bouche ou quoi que ce soit, par la suite, qu'on a un risque augmenté de se faire infecter avec le virus. Jacinthe, tu es là? Oui, en fait, jusqu'à peut-être, j'aime bien l'exemple de la rougeole, faire la différence entre rougeole et la COVID. Jusqu'à présent, là, en date d'aujourd'hui, comme Loïc l'a précisé, hein, peut-être que dans 2 mois, ce qu'on dit maintenant va avoir changé, mais en date d'aujourd'hui, depuis le début de la pandémie, on n'a aucun exemple que la COVID se transmet par aérosol, donc par l'air, comme la rougeole, par exemple. Donc, l'exemple d'une personne qui a la rougeole, qui va dans une salle. Donc, vous allez dans la salle après, bien, vous avez des chances d'attraper la rougeole parce que ça reste dans l'air. Contrairement à la COVID, où c'est vraiment des gouttelettes qui retombent, qui ne restent pas dans l'air. La distance de 2 mètres, donc quand on est à moins de 2 mètres pendant plus de 15 minutes, bien entendu, les gouttelettes ne tombent pas tout de suite par terre. Donc, le temps de 15 minutes, il demeure important. Contrairement à la rougeole, où ça reste des dizaines et des dizaines de minutes dans l'air. Une personne qui a la COVID peut le transmettre à 1 ou 2 personnes. Une personne qui a la rougeole peut le transmettre à 10 à 15 personnes. Donc, on voit la différence entre aéroporté, donc par l'air, et par gouttelette. Merci, Jacinthe, pour ces précisions. Donc, comme on dit, en fait, le mode de transmission, en fait, si la personne est symptomatique, le risque de transmission est plus élevé. Mais si la personne est asymptomatique, le risque de transmission est quand même présent. Donc, dans tout le spectre des personnes, de asymptomatique jusqu'à hospitalisé aux soins intensifs ou même qui va décéder, il y a quand même un risque de transmission qui est présent avec des personnes qui sont asymptomatiques. D'où l'idée, en fait, de poser des questions aux personnes par rapport à leur exposition antérieure à leur arrivée dans votre milieu. Notion de base, en fait, sur les interventions en maladies infectieuses. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on se débat? Pourquoi on ne le laisserait juste pas aller, en fait, ce virus-là? C'est important de réduire la transmission du virus, notamment pour protéger les populations vulnérables. On l'a vu dans l'exemple des CHSLD. Les personnes vulnérables, s'ils sont en contact avec le virus, pourraient, dans une plus forte proportion, mourir. Mais on parle de personnes vulnérables, multivulnérables. Ça vise aussi surtout à réduire le risque de complications puis la charge sur le système de soins pour que quand il soit vraiment requis, il y ait la place nécessaire pour accueillir les personnes. Donc, c'est le grand but général, en fait, de toutes nos interventions pour la COVID en santé publique. Je tenais à vous montrer cette gradation du risque-là de contamination parce que c'est important de comprendre surtout le risque associé à le contact de contact. Donc, vous avez une personne, en fait, qui est infectée par le virus, qui développe éventuellement des symptômes. Donc, cette personne-là va se faire tester. Elle est connue comme un cas quand son test revient positif. Il y a une personne, en fait, qu'elle a rencontrée avant de se mettre en isolement. Cette personne-là était en contact avec elle. La personne a donc été en contact avec le cas, tout dépendant du contact, en fait, puis on le verra plus tard. Elle peut avoir un risque moins élevé de contracter la COVID en ayant été en contact avec le cas pendant sa période de contagiosité. Par exemple, cette personne-là qui a été en contact avec le cas pourrait aussi avoir été en contact avec une autre personne, un voisin de palier, par exemple. Puis cette personne-là est donc un contact d'un contact. Pour l'instant, les contacts de contact ne sont pas réputés comme étant à risque, un risque qui vaut la peine, en fait. Le risque est négligeable pour ces personnes-là. Donc, on ne doit pas s'inquiéter des contacts de contact pour la transmission de la COVID. C'est une petite notice par rapport à ça. On va vous enjoindre, en fait, on va vous donner une liste de vérification qui va vous être acheminée. Puis,
un questionnaire sur les principaux symptômes que les personnes pourraient avoir. Le but, en fait, de ce questionnaire-là, à l'entrée d'une personne dans son milieu, ça serait d'abord d'évaluer les symptômes, d'évaluer le risque d'exposition. Donc, d'où vient la personne? Est-ce que l'endroit dont vient la personne a un plus haut risque que la personne soit infectée par la COVID? Est-ce qu'il y a un historique personnel à la personne de contact avec un cas de COVID, comme on l'a vu dans la slide précédente? Donc, globalement, déterminer c'est quoi votre niveau de risque d'accueillir cette personne-là chez vous. De deux, en fait, va permettre aussi de collecter des données complémentaires pour orienter la prise de décision. Est-ce que la personne est dans un contexte psychosocial particulier? Est-ce qu'elle a des obligations à l'extérieur du milieu d'hébergement? Donc, est-ce qu'elle doit retourner à chaque jour pour aller travailler ou elle est sans emploi ou elle a décidé temporairement elle a pu, en fait, quitter temporairement son emploi pour s'occuper d'elle-même pendant cette période-là? Ou si elle doit aller voir des rendez-vous médicaux, remplir des papiers particuliers gouvernementaux. Tout ça sont des choses, en fait, qui vont orienter notre prise de décision par rapport aux risques qu'on évalue au numéro 1. Suite à ça, on va pouvoir donner des consignes appropriées, notamment quant au dépistage, la gestion du risque, quelles mesures doit prendre la personne lorsqu'elle sort du milieu et quelles sont les mesures et le délai de fin d'isolement pour la personne. Voir s'il y a des situations particulières. Si, mettons, vous avez quelqu'un qui est incapable de mettre son masque lui-même et de l'enlever, par exemple, pour cette situation particulière-là, on va recommander de ne pas mettre de masque. Donc, il va falloir prendre des précautions particulières pour ça. Et orienter peut-être vers des ressources spécifiques si vous êtes incapable de donner, en fait, des mesures à la personne, ou en tout cas donner le contexte à la personne qui est mandatée, ben, vous pourrez réorienter la personne vers des ressources spécifiques qui auront été décidées. L'immunité, est-ce qu'une personne qui a eu la COVID est immunisée? C'est possible. Pour l'instant, en fait, on n'a pas assez d'informations pour donner ça. Ceci étant dit, on dit que généralement, quand une personne a fait un épisode de COVID et elle est rétablie, elle n'a pas, en fait, à se soucier d'une réinfection pour les 3 mois qui suivent sa maladie. Elle ne doit pas s'isoler, en fait, pendant les 3 mois. C'est ça. C'est pas mal ça, en fait, que je voulais dire. En termes d'hygiène et de salubrité, je reprends, en fait, les modes de transmission. Je parlais, en fait, tantôt des gouttelettes, qui sont la voie privilégiée pour transmettre la COVID. Qu'est-ce que ça va mandater comme action? Ça va mandater justement la distanciation physique qu'on parlait. Le port du masque, qui est préférable. Masque, on va y revenir par la suite, mais on parle d'un masque de procédure ou masque d'hôpital, bleu clair, qu'on met sur notre visage, qui est préférable en fait au couvre-visage, qui est un substitut très acceptable, mais qui est moins normé. En fait, il y a moins d'homogénéité dans la construction de ça. Il peut y avoir des tissus plus larges, une simple épaisseur versus 2 épaisseurs. Ça va dépendre de la densité du tissage. Mais donc, le masque, en fait, comme il est soumis à certaines normes, on n'est plus sûr qu'il préviendrait la transmission des gouttelettes pour une personne, qui protégerait une personne. Et l'hygiène des mains. On ne remettra jamais assez l'accent sur l'hygiène des mains. Le contact direct, comme on disait, vise l'hygiène des mains surtout, et les contacts indirects, l'hygiène des mains aussi. Donc, l'hygiène des mains, en fait, est très, très, très importante si on veut. Vous dites, oui, il y a un contact indirect. On nous dit d'utiliser du Lysol partout, quoi que ce soit, à tort et à travers. Il y a une raison pour ça. Le virus survit, en fait, sur les surfaces pendant assez longtemps quand même. Sur des surfaces papier-carton jusqu'à 24 heures. Sur le plastique, il survivrait jusqu'à 72 heures. Donc, puis quand les surfaces sont plus humides, ça pourrait être beaucoup plus long. Donc, dans ce contexte-ci, on recommande des produits ménagers courants pour désinfecter les endroits qui sont des surfaces courantes, comme des tables, etc., 1 à 2 fois par jour au moins. Ou, si vous avez une situation particulière qui mandate de le nettoyer plus souvent, de le nettoyer là plus souvent.
Pour d'autres surfaces qui sont à grand usage, qu'on pense au cellulaire, qu'on pense à différentes autres, ça peut être des poignées de porte, ça peut être des rampes, ça peut être un ordinateur, si c'est un ordinateur commun qui est partagé dans la ressource. Ça vaudrait la peine de le désinfecter avant et après chaque usage. Donc, vous pouvez faire avec un produit ménager courant. Ça peut être de l'eau de Javel, une solution de dilution 1/10, donc une part d'eau de Javel pour 9 d'eau. Donc, ça va vous faire une solution 1/10. Fait que ça, c'est une solution qui est très acceptable puis qui va tuer le virus des surfaces. L'équipement de protection individuelle, ce sont des mesures d'équipement que vous mettez sur vous qui vont vous protéger de façon efficace contre la transmission du coronavirus. Si on a un employé à moins de 2 mètres pour une période prolongée, donc plus de 10 minutes, avec un usager qui a des symptômes compatibles avec la COVID, donc il y a un risque, on vous demande de mettre un masque de procédure, donc le masque bleu clair dont je parlais, et de mettre des lunettes de protection. Si vous êtes susceptible d'être en contact avec des éclaboussures, des sécrétions potentiellement qui contiennent le virus, donc, et si la personne, en fait, a des symptômes compatibles avec la COVID, on vous demande de mettre en plus une blouse et des gants. Donc, ça, c'est important, en fait. Vous allez l'avoir, en fait, ce PowerPoint-là, donc de garder ces informations-là en tête. Qu'en est-il du couvre-visage? Donc, couvre-visage, c'est le masque qu'on vend partout, masque artisanal si on veut. C'est un synonyme masque artisanal. Il faut faire attention au sentiment de fausse sécurité. C'est pas parce qu'on met un masque qu'on est protégé un peu contre tout. Je donne l'exemple, en fait, de mettre une veste de sauvetage ou un casque de vélo et de se penser invincible. Le masque, en fait, vous protège et vous donne une bonne protection, mais ne donne pas une protection sur tout. Donc, si vous jouez avec votre masque, comme je dis, attention à la pose et au retrait, puis bien l'ajuster et le laisser tranquille, ne pas le toucher. Si vous jouez avec votre masque, je donne l'exemple, en fait, je le mets, mais après ça, je joue tout le temps ici. Mes mains qui peuvent être contaminées et que je n'ai peut-être pas lavées pourraient en fait toucher mon nez et venir me contaminer directement. Donc, c'est pas parce que vous avez un masque que vous êtes nécessairement foolproof contre le coronavirus. Donc, c'est une complémentarité de mesures qui vont vous assurer une faible contagiosité ou une faible transmission, risque de contamination entre les usagers. Donc, le couvre-visage, on le met pour se protéger soit contre des grosses gouttelettes. Donc, on disait, puis tu me corrigeras, Jacinthe, mais on disait que c'était environ 70% des gouttelettes que ça laissait, ça bloquait. Oui, c'est bien ça. Donc, c'est 70%, puis donc des particules infectées de virus et qui ont plus de 5 microns, là, une grosseur, qui ne passerait pas à travers le couvre-visage s'il est bien installé, s'il est bien porté. Puis on le fait aussi pour protéger les autres. Parce que dans le cas où, j'ai dit, en fait, il y a des personnes qui peuvent avoir aucun symptôme puis avoir le virus en eux et être en période de contagiosité, jusqu'à des personnes qui sont presque à l'article de la mort aux soins intensifs. Il y a des personnes, justement, qui sont asymptomatiques, comme je dis, au début du spectre et qui peuvent être à risque d'infecter les autres, qui ne le savent peut-être pas. Donc, le couvre-visage ou le masque, si vous voulez porter le masque puis vous y avez accès, allez-y, va permettre en fait de réduire la transmission de ces gouttelettes-là vers les autres. Donc, c'est d'une part et de l'autre, le couvre-visage aide des deux côtés. Comme je dis, le masque de procédure est, on dirait, 2 fois plus efficace que le couvre-visage parce qu'il y a une variabilité dans les fabrications du couvre-visage. Comme je dis, en fait, si c'est mal utilisé dans tous les cas, ça peut devenir un facteur de contamination parce qu'on peut y toucher et ça devient comme une surface indirecte de contamination. C'est ça. Excusez-moi. Qu'en est-il du couvre-visage pour les indications de port? Donc, le couvre-visage est apporté dans tout contexte où un risque de transmission est plus élevé. Nouvelle personne qui entre dans votre milieu, vous allez lui poser un questionnaire ou
parce qu'elle arrive, vous n'avez aucune idée, en fait, de son historique jusqu'à temps que vous lui parliez. Donnez-lui un couvre-visage et elle va mettre le couvre-visage. Ça vous assure déjà une certaine protection. Les autres mesures sont toujours à garder en tête, mais vous allez pouvoir lui donner au moins un couvre-visage ou un masque si vous y avez accès via Lucius. Aussi, en fait, si vous êtes dans le milieu, en fait, puis vous avez à côtoyer une personne à moins de 2 mètres, donc il y a un risque augmenté d'exposition aux gouttelettes qui n'auront pas pu se poser par terre. Donc, dans ce contexte-là, ça vaut la peine, en fait, de mettre un couvre-visage. En fait, on vous enjoint de mettre un couvre-visage. Lorsque c'est non requis, si vous êtes seul dans votre chambre, si le bénéficiaire, en fait, est seul dans sa chambre, ça ne vaudrait pas la peine, en fait, de porter le couvre-visage parce que en le portant trop, les voies respiratoires, en fait, sont humides, donc peuvent mouiller, si on veut, le couvre-visage à long terme et son efficacité serait diminuée. Donc, l'enlever correctement, seulement par les ganses, le déposer sur une surface et le laisser sécher, si on veut, entre les usages où c'est requis, serait ce qu'on préconiserait. Pour ce qui est du dépistage, donc, on vous en reparlera demain, en fait, mais toutes les personnes qui vont se présenter dans vos milieux vont être dépistées. Il va y avoir un délai entre le moment où il arrive, si il y a une équipe qui peut passer tout de suite, jusqu'à un maximum 72 heures. Puis ce délai-là est très acceptable, on va y revenir, mais le but de ce dépistage-là, ce serait de repérer les cas pour qu'on contrôle la transmission. Les dernières indications des tests par le ministère de la Santé et des Services sociaux datent du 6 juin et c'est ce qui mandate en fait ce dépistage systématique-là dans les milieux. Donc, il y a différentes indications là, de 1 à 22 pour de plus prioritaire à moins prioritaire, mais la 16e, c'est celle qui nous intéresse. Puis, ça dit donc les personnes sans symptômes compatibles avec la COVID à l'admission ou à l'intégration de milieux de vie collectifs avec l'hébergement, ce qui vous concerne en fait. Donc, à ce moment-là, les personnes vont être dépistées de cette façon-là. On va rentrer en fait un écouvillon ou dans la gorge pour aller faire le prélèvement. Ça va être envoyé à un laboratoire de référence qui, par un test de PCR, va augmenter les séquences du virus, en fait. Puis, c'est un test, c'est pour vous dire, en fait, que c'est un test qui est très sensible et qui permet la détection de la très grande majorité des cas. Ça peut rester, le corollaire de ça, c'est que ça peut rester, ça augmente, ça multiplie des fragments de résidus de virus, si on veut. Donc, ça peut rester positif très longtemps, même si la personne n'est plus contagieuse. Donc, dans tous les cas, au moins, s'il est positif, dites-vous que vous êtes safe. S'il est négatif, en fait, dites-vous que vous êtes safe dans un délai de... Mais il faut avoir un délai au minimum de temps avant que la patiente se tester. Ces délais-là, en fait, vont être pris en compte par nos unités de dépistage qui vont se rendre chez vous. Pour ce qui est des cas, comment on définit un cas? La majorité des cas que vous allez recevoir, en fait, les confirmations de laboratoire que vous avez, c'est un cas qui est confirmé par laboratoire. Ceci étant dit, vous pouvez avoir un cas qui est encore sous investigation. Vous pouvez avoir un cas qui est confirmé par lien épidémiologique ou un cas suspect. On va vous expliquer ça. Puis c'est ma collègue Jacinthe qui va pouvoir faire ça. Oui, merci. Je pense quand on met la caméra et le micro, ça coupe beaucoup. Est-ce que, je ne sais pas si tout le monde m'entend, j'espère. Oui, c'est bon, merci. Donc voilà, comme j'ai précisé, moi je suis infirmière ici à la santé publique en maladies infectieuses. Donc c'est un peu notre jargon à nous, là, les définitions de cas, mais je trouve ça important d'en parler parce que vous en entendez parler, puis peut-être que certaines d'entre vous, vous savez déjà tout ça. Donc ça sera un rappel pour certaines. Oups.
Non, excusez. Donc, on a comme 4 différenciations de définition de cas. On a des cas confirmés par laboratoire, on a des personnes qui sont sous investigation, des cas qui sont confirmés par lien épidémiologique et des cas suspects. Donc, c'est pour de l'information. Donc, en premier, nos cas confirmés par laboratoire, ce sont des personnes qui ont fait un test, comme Loïc l'a précisé, là, par un écouvillon, une espèce de long tige montée qui est inséré d'abord dans la gorge puis ensuite dans le nez. On cherche à avoir des sécrétions. Et le PCA, donc c'est le nom du test, détermine s'il y a une présence de virus ou pas. Puis je voulais faire un aparté important par rapport à ce qu'on entend beaucoup sur les faux positifs, les faux négatifs. Je peux vous dire qu'on s'est amélioré, le laboratoire de santé publique du Québec et ainsi que les laboratoires ici. Je vais parler pour ma région, la région de Montréal, mais nos tests sont de plus en plus performants et très sensibles. Il est sensible, mais il est non spécifique. Donc, on peut détecter le virus pendant très, 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 très longtemps, comme Loïc l'a précisé. Donc, on peut avoir des débris pendant de 21... La moyenne, c'est 21 jours. Donc, on peut avoir du virus au niveau du nez, de la gorge, pendant 21 jours, mais ça peut aller jusqu'à 12 semaines. Donc, est-on contagieux pendant 12 semaines? Non. On est contagieux au jour 0, quand on débute nos symptômes et plus les journées passent, donc au 5e jour après le début des symptômes, on a une diminution de la contagiosité. Par contre, les asymptomatiques, les gens qui sont asymptomatiques, pour qui on a fait un test, qu'il est positif, on ne le sait pas. Il a fallu qu'on trace la ligne. Donc, la ligne, c'est la date de prélèvement. La date de prélèvement, pour calculer la contagiosité d'une personne qui est asymptomatique, qui a un test positif, on recule 48 heures avant la date de test. C'est votre date. Donc, aujourd'hui, je me fais tester, je n'ai pas de symptômes, je me fais tester parce que j'intègre un milieu X, un milieu de vie. Le test est positif, je n'ai pas d'historique de contact, je ne sais pas où j'ai pas de symptômes, mais ma contagiosité va débuter le 27 juin et mon isolement va persister 14 jours, donc je vais calculer à partir du jour du prélèvement. J'espère que c'est clair. Des fois, je m'embrouille, là, mais vraiment, la contagiosité, la levée d'isolement, c'est 14 jours après soit date de symptômes, date de début de symptômes ou la date de prélèvement. Et elle commence 48 heures avant le début des symptômes ou un prélèvement pour un cas asymptomatique. Comme Loïc a précisé au début, on prendra les questions à la toute fin, donc on pourra y revenir là, pour qui, si je n'ai pas bien expliqué. Le deuxième cas de figure, ce sont les personnes sous investigation. Donc, ce sont les personnes qui ont des symptômes qui s'apparentent à la COVID et qui ont passé un test et qui sont en attente du résultat de laboratoire. Les résultats, on a beaucoup moins de délais qu'en avril, par exemple, où on avait des centaines de cas là, qui arrivaient ici à la Direction régionale de santé publique. Donc, on passe un test, en 24 heures, 36 heures, on a le résultat. Il y a des délais qui sont raisonnables. Donc, les tests négatifs, souvent, la divulgation peut prendre jusqu'à 5 jours. Mais les résultats positifs arrivent beaucoup plus tôt. Donc, ils sont divulgués de façon plus précoce qu'un test négatif. Le troisième cas de figure, c'est le cas confirmé par lien épidémiologique. Donc, nous, ici, on fait les enquêtes de cas. Tous les cas qui sont positifs sont enquêtés par une équipe d'enquêteurs et on va préciser, on va demander les gens qui sont les contacts très étroits des personnes. Dans quelques diapos, on va préciser qu'est-ce que ça veut dire un contact à risque élevé. Donc, mais je peux les préciser verbalement, là. Les personnes à contact qui ont une exposition élevée, ce sont les personnes qui vivent sous le même toit.
Ce sont des partenaires intimes, donc des partenaires avec des relations sexuelles. Ce sont aussi des personnes qui ont eu un contact direct avec des liquides biologiques infectieux, qui ont reçu des gouttelettes dans le visage, par exemple, malheureusement, là, produites par la toux, produites par des éternuements, quelqu'un qui se serait touché le visage aussi après avoir touché la main nue, ou manipulé des mouchoirs là, de sécrétion d'une personne COVID positif. Pour nous, on va faire l'enquête. C'est pas à vous à faire l'enquête, c'est à nous. Puis on peut toujours répondre aux questions en cas de besoin. On va vous donner nos coordonnées si vous ne les avez déjà, si vous ne les avez pas déjà. Donc les cas qui sont par lien épidémiologique, ce sont des gens qui n'ont pas de test, mais qui ont développé au moins un symptôme du groupe A et qui ont une historique de contact avec un cas confirmé par labo. Symptômes A, parce que c'est les plus fréquents, donc fièvre, toux, difficultés respiratoires nouvelles ou exacerbées, perte de l'odorat, essoufflement. Le dernier cas de figure, ce sont les cas suspects. Donc, c'est pour des références. C'est toute autre personne qui développe des symptômes, mais qui ne correspond à aucun critère de cas par lien épidémiologique. Donc, c'est une personne qui a un tableau clinique, donc il y a des symptômes qui s'apparentent à la COVID. On ne sait pas. Donc, c'est vraiment quelqu'un pour qui il faut référer. Donc, il y a d'abord les gens qui vont être admis dans les milieux de vie. Ça, c'est une chose. Mais les gens qui en cours de route expérimentent ou présentent des signes et des symptômes de symptômes qui s'apparentent à la COVID, il faut les référer dans un centre d'évaluation. Ou on peut aussi organiser un corridor de service pour un dépistage à domicile. Dans tous les cas, les informations. Auparavant, au tout début de la pandémie, on a émis des consignes d'isolement à tous les cas qu'on enquêtait, on envoyait par courriel les consignes d'isolement. Mais ça devenait de plus en plus compliqué parce que, bon, l'épidémiologie change, puis comme on l'a dit maintes fois, ce qu'on vous dit maintenant pourrait changer dans quelques mois. Donc, les consignes d'isolement à domicile pour les personnes qui sont atteintes de COVID sont disponibles directement sur le site de Santé Montréal et sont en français, en anglais, mais sont aussi disponibles en plusieurs langues. Donc, il y a au total 17 langues que vous pouvez retrouver. Ce sont des consignes quand même assez spécifiques sur la prévention de la transmission, des consignes quand les symptômes deviennent graves, à quel moment on arrête l'isolement à la maison aussi. Puis, on vous donne aussi également des références. Ensuite, la canicule. Je ne sais pas, Loïc, c'est plus votre dossier, mais on peut en parler. Hein? On est vraiment de bon ton. Aujourd'hui, il fait c'est très humide, mais je crois qu'il annonce plus chaud dans les jours qui viennent. Comment concilier la canicule, la chaleur et la COVID-19? On essaie de cibler, on le ciblait pour COVID, mais on le ciblait pour canicule les années auparavant. Mais donc, il faut encore plus rehausser notre vigilance pour les personnes plus jeunes et les personnes plus âgées de 65 ans et plus. On leur recommande de diminuer leur exposition au soleil, idéalement fermer les rideaux, ouvrir les fenêtres si possible, se rafraîchir. Donc, on encourage, puis je suis certaine que vous savez tout ça, mais c'est vraiment un rappel. On encourage les gens à boire de l'eau. Puis c'est surtout pour les plus jeunes aussi. Les plus jeunes n'ont pas nécessairement le réflexe de boire. Si on a très chaud, on peut aller à la douche, la bain. On peut s'appliquer des serviettes froides au niveau du cou. Si possible, d'être dans des endroits climatisés. Peut-être que Loïc, tu veux ajouter des choses? Non, mais effectivement, en fait, les personnes âgées aussi ont si jamais vous avez des personnes qui sont plus vers le spectre de âgés, ça se peut qu'ils ressentent moins aussi le besoin de boire, de se rafraîchir, etc., puis qu'ils deviennent juste amorphes. Donc, gardez l'œil ouvert si jamais c'est le cas. On a donc mis en place
pour des gens qui seraient COVID positifs, puis qui voudraient se rafraîchir ou qui voudraient, qui sont pas capables de rester à l'intérieur parce qu'il y a pas d'air climatisé, aucune possibilité, en fait, de se rafraîchir, on peut permettre, en fait, aux gens de sortir dehors. C'est comme un peu contre-intuitif, mais on peut permettre aux gens de sortir dehors. Mais comment? Il faudrait se laver les mains avant de quitter le domicile. Il faut mettre un couvre-visage bien installé en tout temps. Il faut s'assurer d'avoir le 2 mètres en tout temps. Puis surtout, en fait, les précautions additionnelles, c'est de passer un temps minimal dans les aires communes. Donc, si on veut d'être un peu asocial, d'éviter les foules, d'éviter les endroits où on pourrait croiser des gens à moins de 2 mètres, donc de ne pas se mettre dans des situations où on pourrait être à l'étroit. Puis, avant de rentrer au domicile aussi, de se relaver les mains. Donc, on n'est pas si loin des mesures générales. Ceci étant dit, on essaie quand même de porter une attention particulière aux 2 mètres dans les aires communes. Je te laisse continuer, Jacinthe. Merci. Donc voilà, je pense que ça c'est dit. Au niveau des contacts, on l'a vu, mais dans le cadre de nos enquêtes, on évalue qui sont les contacts. Donc, on porte une attention particulière aux contacts à risque élevé, puisqu'ils ont un potentiel de développer des symptômes de COVID. Donc, je les répète, les personnes qui sont à risque élevé, les contacts à risque élevé, ce sont les personnes qui vivent sous le même toit, qui sont généralement les enfants, les conjoints, les personnes qui produisent des soins corporels dans un cadre non médical. Donc, mais c'est toujours avec un facteur temps. Donc, plus de 15 minutes à moins de 2 mètres. Les partenaires intimes et les personnes qui ont eu un contact direct avec des liquides biologiques. Les contacts à risque modéré. Donc, ce sont des personnes, on garde le facteur temps. Donc là, on a un contact au moins de 15 minutes à moins de 2 mètres, mais on n'est pas en contact de façon répétée non plus. Ça peut inclure aussi des expositions à des moyens de transport, comme des vols, les vols d'avion, dans l'autobus, train, bateau. Lorsque les contacts, on peut les identifier aussi, on va les retracer. Puis au tout début de la pandémie, en février, par exemple, nous, on recevait ici, à la santé publique, des listes et des listes d'avions où on rejoignait les gens qui étaient assis dans les avions de cas confirmés. Donc, un cas confirmé dans un avion, on repérait pas tous les passagers de l'avion. On repérait les personnes à l'avant, donc 3 personnes à l'avant, les 2 personnes, donc chaque côté, et les 3 personnes derrière. Donc, ça faisait comme un carré autour. Donc, c'est vraiment à l'intérieur d'un 2 mètres. Une évaluation à risque faible, ça répond à aucun. Donc, il n'y a pas... On a une exposition de moins de 15 minutes, pas dans un contexte de soins, pas dans un contexte tout autre. Donc, ça demeure un risque faible. Pour nous, les contacts à risque élevé, à risque modéré, seront recommandés d'être en isolement pendant 14 jours. Tandis que les contacts à risque faible, nous allons leur recommander de faire de l'autosurveillance des symptômes. Donc, ils n'ont pas à s'isoler pendant 14 jours à partir de la date de l'exposition. Puis, si vous voulez voir, en fait, le lien est mis dans le PowerPoint. On a mis un hyperlien, fait que vous allez pouvoir cliquer là-dessus directement, puis ça vous amène sur le site de l'INSPQ. Il y a des fiches, si vous voulez vous y référer. Dans tous les cas, au fil des semaines, vous avez peut-être vu la différence, là, mais en date d'aujourd'hui, on recommande, puis je pense que c'est pas mal pour les prochaines semaines et mois, on recommande de tester les contacts qui sont asymptomatiques. Lors, environ 5 jours après la première exposition à un cas confirmé, ça concerne donc les contacts à risque élevé, à risque modéré, un dépistage 5 jours après la première exposition pour essayer d'identifier les contacts asymptomatiques qui seraient finalement des cas. Ensuite, là, c'est comme le 1.1.
on poursuit l'isolement pour 14 jours et 2 jours avant la fin de leur isolement, on répéterait un autre test de dépistage s'ils sont toujours asymptomatiques. La levée de l'isolement, on en a parlé un peu plus tôt, c'est vraiment 14 jours après la date de la dernière exposition au cas. Donc, si le contact est toujours asymptomatique, on a 1 ou 2 tests négatifs et on n'a toujours pas de symptômes, on peut lever l'isolement sans rien d'autre. On n'a pas eu la maladie. Il y a également des consignes, tout comme pour la personne malade, au même endroit sur le site de Santé Montréal, des consignes pour les personnes qui nécessitent un isolement à la maison suite à une exposition possible. Donc, vous avez toute le panoplie de consignes et c'est également disponible là, en 17 langues. Et dans les 2 cas, là, autant pour les contacts que les cas, ils sont régulièrement mis à jour. Donc, vous n'avez pas de vieilles versions. C'est la raison pourquoi on les a mis sur Santé Montréal. C'était plus facile de faire les mises à jour sur le web directement. Je m'excuse. Dans tous les cas, donc le test et l'isolement. Le test... ça demeure quand même la photo du jour pour les gens qui n'ont pas de symptômes. Donc, je n'ai pas de symptômes, j'ai un test négatif, mais j'ai un historique de contact. Bien, l'isolement demeure quand même une priorité parce que je pourrais être en train d'être en incubation. Et l'incubation, c'est environ 5 jours. Donc, si on fait le test trop tôt, on pourrait avoir un faux négatif. Donc, le faux négatif, ce n'est pas en lien avec l'outil, donc le test qui n'est pas bon, c'est parce que c'est trop tôt. Le pathogène, le virus, n'a pas eu le temps de se répliquer assez pour que j'en ai dans le nez et dans la gorge. Donc, le test, oui, mais surtout quand on est un contact de cas et on est un cas, il faut s'isoler 14 jours. Effectivement. Puis on est en train de voir pour les milieux, ça a été soumis en fait à la cellule scientifique qui évalue toutes les demandes en fonction de l'épidémiologie, etc. Si on ne pourrait pas avoir une durée réduite pour les personnes qui sont à risque plus faible. Mais c'est toujours à l'étude, là, on ne veut pas s'avancer là-dedans, mais pour l'instant, ce qui est préconisé, c'est 14 jours. Parce que c'est vrai qu'à l'admission dans un milieu de vie, par exemple les vôtres, 14 jours, ça peut être très long, surtout quand on n'a pas de symptômes, mais c'est en train d'être évalué. Mais pour le moment, on préconise le 14 jours par principe de précaution. Les cas particuliers, ben, c'est les travailleurs de la santé. On recommandait lors d'isolement de travailleurs de la santé ou de travailleurs essentiels aussi qui ont un test positif. Pour lever l'isolement, on leur recommandait de procéder à 2 tests à 24 heures d'intervalle négatifs. Mais, comme dit plus tôt, le virus, il peut être détecté de 21 jours à 12 semaines, mais on n'est pas contagieux pendant 21 jours à 12 semaines. On est vraiment contagieux au jour 0 quand on débute ses symptômes et c'est le pic au 5e jour, puis après, ça diminue. Donc, on est tout à fait à l'aise que les travailleurs de la santé, comme pour la population en général, peuvent lever leur isolement après 14 jours, mais à condition d'avoir une absence de fièvre et de symptômes aigus. On tolère par contre la toux résiduelle et l'anosmie, donc la perte de l'odorat, mais l'absence de symptômes aigus et de fièvre pendant 48 heures. Et avoir complété 14 jours d'isolement. Donc, il n'y a plus besoin, il n'y a plus personne, autant dans les travailleurs que dans la communauté, qui nécessite un test de dépistage à la fin de leur isolement pour lever l'isolement.
On a mis à votre disposition plusieurs liens. En premier, bon, bien sûr, le site web de notre direction régionale où vous avez les consignes d'isolement, mais vous avez aussi toutes sortes de choses sur l'épidémiologie. Ça vous amène vers des liens aussi à Santé Canada également, et c'est mis à jour. Il y a d'autres liens pour les employeurs aussi, foire aux questions, la ligne téléphonique également de Santé Canada. Donc, Jacinthe, je t'inviterai à prendre les questions par écrit qui sont là ou ceux qui veulent les poser de vive voix parce que moi, en plein écran, je ne peux pas. Parfait. Alors, donnez-moi juste un petit instant. OK, parfait. Je peux peut-être répondre à la première question de Mme Richmond. Pendant combien de temps peut-on porter un masque de procédure? C'est de 4 heures à 8 heures, en fait. On peut porter un masque durant tout le temps de son corps de travail, mais à condition qu'il ne soit pas mouillé ni froissé. Surtout, il faut le changer à ce moment-là. Puis si je peux me permettre, Jacinthe, essayez de prendre un masque qui est adapté à vous. Si le masque est trop petit puis vous le stretchez, ça étire, si on veut, la fibre. Fait qu'il y a plus de chances que les gouttelettes passent à travers. Il faut qu'il soit juste adapté à votre taille. S'il a été fait pour être médium, prenez le médium. Madame qui est bouclier d'Athéna, vous sembliez avoir une question. Vous êtes... Attendez, votre micro. Il faut que vous ouvriez votre micro. Sinon, vous pouvez toujours la poser par écrit. Oui, je m'excuse. Je m'excuse. C'est bon. Allez-y. C'est toujours un défi de se présenter. OK. Alors, je représente évidemment, les autres représentent des maisons d'hébergement aussi, mais quand vous avez parlé concernant c'est nécessaire de faire de quarantaine pour 14 jours et il faut que vous gardez la distinction sociale. Dans des petites maisons d'hébergement, ce n'est pas possible de faire ni une ni l'autre. Alors, de porter des masques, est-ce que ça va donner une garantie pour les femmes victimes et pour les employés? Parce que moi, j'ai peur de recommander à nos employés de faire ça. En plus, ce que vous parlez concernant les examens, et nous avons entendu que les examens, les femmes victimes de violences conjugales ne seront pas être testées pour la présence de COVID. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par examen? De faire les tests. OK, le test de dépistage. Oui, les tests de dépistage. Alors, je me questionne sur ça, mais apparemment, dans toutes les rencontres que nous avons tenues ici à Montréal avec le Santé publique, les tests ne sont pas donnés. Alors, comment est-ce qu'on peut laisser passer dans notre maison d'hébergement? Si elle présente des symptômes, on peut voir, on peut faire un petit dépistage nous-mêmes. Mais s'il ne présente aucun symptôme, il faut avoir un test. Alors, et si les tests sont exclus, qu'est-ce qu'on peut faire? Et en plus, moi, j'avais entendu, parce que nous, notre organisme travaille à Montréal et à Laval. Nous sommes considérés comme un organisme suprarégional. Okay. À Laval, ils avaient aussi l'EA, une version des lieux alternatifs, mais apparemment, les tests sont disponibles pour toutes les femmes victimes de violences conjugales parce qu'elles sont regardées comme des cas prioritaires.
Alors, et je pense que le Santé publique du Québec avait émis cette recommandation. Mais pourquoi est-ce que la situation est différente à Montréal? C'est ça ma question à moi. Alors, et j'ai beaucoup apprécié, OK, votre présentation, mais il faut que je vous dise que dans les maisons d'hébergement, il n'y a aucune infirmière, que nous ne sommes pas des infirmières là-bas, nous sommes des intervenantes, OK? Alors, c'est bon de savoir tout ce que vous avez dit, mais comment nous, on peut l'appliquer si le santé publique de CIUS nous dit qu'on ne peut pas faire des tests aux victimes de violences conjugales. Alors, nous sommes très inquiètes avec cette situation, très inquiètes. Il ne faut pas que je le cache et je pense que la plupart des maisons d'hébergement sont avec nous, ont cette préoccupation aussi. Je sais en plus qu'il y a des maisons qui pratiquent l'isolement dans leur lieu, mais dans ce cas, ça peut être un lieu qui est grand. Ils peuvent avoir des différents appartements. Dans nos cas, nous avons 9 personnes. Alors, quel type d'isolement est-ce qu'on peut faire? Quel type de quarantaine est-ce qu'on peut faire? Pour nous, c'est important d'avoir des tests. Bien, d'abord, j'entends bien ce que vous dites. Puis, ce que je veux vous dire, en fait, c'est qu'à partir du 6 juin, les priorités de tests ont changé. Avant le 6 juin, ce que vous dites, ça aurait été effectivement ce que vous dites, mais depuis le 6 juin, tout le monde qui rentre chez vous doit être testé. Avant qu'elle vienne chez nous? Bien, pas nécessairement avant, parce que ce qui est important surtout, en fait, c'est d'avoir une période de temps où le virus est, en tout cas, une période de temps avant qu'on teste la personne pour être sûr qu'on soit capable de le détecter. Mais si elle est asymptomatique? C'est ça, exactement. Mais dans tous les cas, ce qu'on est en train de travailler, en fait, avec le CIUS, c'est d'avoir, c'est avec les différents CIUS, là, c'est eux qui, vous auriez un numéro, puis après ça, ça serait redirigé pour chacun de vos milieux, puis ça serait entre 0 et 72 heures, 72 heures maximum, où il y aurait quelqu'un qui viendrait chez vous puis qui ferait le dépistage. Oui, mais c'est trop tard dans ce moment, parce qu'elle est encore arrivée chez nous, par exemple. C'est ça. Elle est arrivée chez vous, puis pour l'instant, quand elle arrive chez vous, dans les 72 heures, le plus important, en fait, c'est pas tant le dépistage. C'est important le dépistage, mais c'est important aussi toutes les mesures autour. Parce que si vous avez comme on disait, le dépistage, en fait, c'est comme une photo d'un moment, mais ne serait-ce que si, mettons, moi, je ne suis non infecté, puis je vais à l'épicerie, puis dans 20 minutes, en fait, il y a quelqu'un qui me tousse sur le côté ou quoi que ce soit, j'ai mal mis mon masque, je respire des gouttelettes, je suis infecté. Ça a pris 15 minutes, puis j'ai juste eu une photo qui est une fausse réassurance 20 minutes plus tôt. Puis finalement, après ça, ce qui est important, c'est les mesures d'hygiène de base, les équipements, en fait, complémentaires, en fait, dont le masque de procédure, puis de questionner la personne sur savoir d'où elle vient, etc. Si vous semble nébuleux, vous pouvez émettre vos commentaires, en fait, pour qu'on fast-track peut-être le dépistage de cette personne-là. Mais de tous les cas, moi, si, mettons, j'ai été à l'épicerie puis j'ai été infecté par quelqu'un qui a toussé sur le côté, j'ai respiré ça, il faut que ça prenne un certain temps. En fait, comme on dit, on teste normalement jusqu'à 5 jours après que la personne ait inoculé, en fait, le virus pour qu'il y ait un build-up à l'intérieur de la personne, pour qu'il y ait assez de virus pour qu'on le détecte. Mais je ne sais pas, les mesures qu'ils avaient mises en place en avant avec les lieux alternatifs, au moins, sont beaucoup plus effectives, OK? Alors, et ça donne une plus grande garantie pour les femmes et pour les employés aussi, pour les résidents. L'important, c'est surtout oui, le dépistage dans les meilleurs délais, mais effectivement, c'est quand on entre dans la maison, si on ne peut pas respecter le 2 mètres de distanciation, on encourage, dans tous les cas, c'est l'hygiène des mains, mais on encourage le port du masque. Et ça, c'est pour les personnes qui sont à l'admission. À l'admission, pendant 14 jours, on a une vigilance rehaussée pour ces personnes-là. Et en parallèle, on demande un test pour voir est-ce que cette personne-là, d'où elle vient, je ne sais pas, mais on va faire un test pour voir si elle est contaminée, elle a un test positif. Mais dans tous les cas,
toute personne qui rentre dans les nouveaux milieux de vie, en contact avec des nouvelles personnes, doit avoir une vigilance. C'est comme une personne en zone, c'est une personne jaune. Elle est en protection, en précaution. Je ne sais pas, elle ne le sait pas non plus. Elle peut être en train d'incuber, elle ne sait pas. Donc, il faut l'isoler. Il faut l'isoler, en guillemets, là. Donc, porter un masque, hygiène des mains, puis être le plus en retrait des autres pendant la période de 14 jours. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. S'il y a quelqu'un d'autre qui a le... Pour moi, c'était... Ça vous donnait une sécurité. Ça vous donnait une sécurité, l'hébergement alternatif. Oui. Oui, c'est vrai. Ça nous donne une sécurité. Et ce n'était pas nécessaire. Et particulièrement dans les petits endroits où on ne peut pas pratiquer tous les fois la distinction sociale et même de porter des masques si vous êtes en contact très près avec les femmes et où il n'y a pas assez de chambres. Ça, c'est un autre problème parce que nous, il y a des ans, nous avons demandé d'avoir une augmentation dans le nombre de chambres, particulièrement parce que la clientèle avec laquelle nous, on travaille, une sur chaque troisième femme dans notre maison d'hébergement parle en langue maternelle. Alors, imaginez-vous comment on peut pratiquer les distinctions sociales et d'expliquer les choses. C'est difficile. Pour nous, les Léa, nous avons donné une meilleure protection, je peux vous dire. Parce que la personne va entrer et après,